Madame, monsieur, bonsoir. À une semaine du mois sacré de Ramadan, au 150e jour du carnage contre la bande de Gaza, l'odeur de la mort flotte partout sur cette enclave face à une série de négociations qui butent sans arrêt. D'un côté, les Israéliens exigent la libération des otages vulnérables et aussi ils exigent une liste complète de ceux encore vivants. Demande refusée par le Hamas tant qu'un cessez-le-feu définitif n'a pas lieu, avec un retrait des troupes israéliennes et surtout un retour des Palestiniens évacués du nord de la bande de Gaza. En attendant que les médiations américaines, égyptiennes ou encore qataries aboutissent, le système de santé de Gaza est complètement détruit. La famine, la soif et les épidémies guettent les populations déplacées, avec un quart de la population de Gaza proche de la famine et au moins 15 enfants morts de malnutrition ou de déshydratation, selon le ministère de la Santé de Gaza. Ce nombre pourrait augmenter rapidement sans intervention immédiate. Et voilà, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes dans un territoire qui manque de tout. Alors quand le peu de camions autorisés arrivent sur le territoire, les images sont tout simplement insoutenables. Bousculades, personnes écrasées, tirs israéliens. Tel a été le drame du convoi humanitaire jeudi dernier. Le Royaume du Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, condamne vigoureusement, c'était hier à Riyad, la prise pour cible par les forces israéliennes de civils palestiniens qui attendaient de recevoir des aides humanitaires, ce qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Nasser Bourita a en outre réitéré l'appel pressant de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, à la communauté internationale pour intervenir en toute urgence pour un cessez-le-feu immédiat, durable et global, et aussi assurer l'acheminement fluide des aides humanitaires aux Palestiniens et garantir la protection de ce peuple. La guerre à Gaza franchit donc le cap des 150 jours. Les experts affirment que par manque de vision ou encore de stratégie claire, Israël n'a pas atteint ses objectifs, sauf peut-être ceux d'une extermination à petit feu des Gazaouis. Donc, pour le débat de ce soir, j'accueille l'analyste en stratégie internationale et enseignant à l'école de guerre économique, Nizar Derdabi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, Madame Khadija. Merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. En face, Ali El-Harichi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes doyen à l'Université Mondiapolis à Casablanca. Marhaba bik sur ce plateau, encore une fois, toujours un plaisir de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, on commence par cette nouvelle condamnation, un nouvel appel du Maroc qui retentit cette fois depuis Riyad. Peut-être d'abord parlez-nous, Ali El-Harichi, du contexte de la tenue de cette réunion, aussi cet appel à travers cette tribune-là du Royaume du Maroc pour que cessent ces hostilités envers la population gazaoui. En fait, l'appel du Maroc, ce n'est pas le premier appel, il faut le rappeler. Et la conjoncture aujourd'hui, ou le contexte, il ne prête plus à laisser faire à ce qui se passe, malheureusement, à Gaza. L'appel, elle est assez claire. Et c'est une condamnation assez claire de ce qui se passe. Quand on voit un convoi, ou plutôt des Palestiniens, des civils, qui sont face à la famine, face à la peur, face à la disparition des proches, qui vont recevoir une aide alimentaire, ils reçoivent des balles. Ça, c'est une condamnation qui est là, et puis qui exprime en fait la position du Maroc et la position de la communauté internationale aujourd'hui. On avait parlé de la communauté internationale au début, il était face à des images du 7 octobre et tout, mais pendant 5 mois, vous avez dit c'est 150 jours, la communauté internationale aujourd'hui, quand elle voit pas que des images, quand elle voit tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, tous ces 5 mois, ce massacre de Palestiniens. C'est surtout ces images-là. Enfin, je veux dire, quand la communauté internationale, elle a commencé à réagir, c'est en regardant ces images-là. Là, c'était les images du jeudi 29 septembre, cette distribution d'aide qui a littéralement viré au cauchemar. Déjà, il y a eu des bousculades avant même qu'il y ait les tirs israéliens. Maintenant, malheureusement, c'est un fait. C'est un fait, et c'est un fait triste. Et c'est un drame. C'est un drame qui se poursuit et qui s'écrit chaque jour d'une manière différente. Mais ce sont toujours des civils, des enfants, des femmes,
des vieux, des moins vieux, qui sont en train de périr et de mourir face à, je ne sais pas, à l'ambiguïté de la pensée ou de la dichotomie de la pensée humaine quand on parle de droit humanitaire, de droit international humanitaire. Face à cela, le droit international, maintenant, il ne fonctionne pas, il a ses limites. Alors, l'appel de Riyad, c'est un appel très significatif, et puis de la conférence. Et c'est une condamnation aussi, c'est un appel et une condamnation avec force. Et vigoureuse, exact. Tout à fait. Parce que, d'abord, ça vient bon, en parlant de Riyad ou de l'Arabie Saoudite, c'est le premier lieu, en fait, si vous voulez, les deux lieux saints de l'islam, et puis vous avez le troisième lieu qui est Jérusalem. Al-Quds, mais aussi donc, Gaza qui fait partie de la Palestine. Donc c'est un appel qui a toute sa force, et d'autant plus que les pays du Golfe, d'abord c'est les voisins immédiats aussi de la Palestine et d'Israël, mais aussi qui condamnent aujourd'hui. Tout le monde condamne. Personne, aucun État, même quand on parlait de la communauté internationale, ne peut pas rester, c'est-à-dire face à ce drame, à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester muette. Alors, la communauté internationale ne peut pas rester muette. Le Maroc ainsi que d'autres pays ont demandé une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Bien sûr, faisant référence aux événements du jeudi, dont les images viennent d'être projetées à l'instant. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, professeur Derdabi, d'avoir une enquête indépendante pour savoir... Parce que les Israéliens démentent. Hein. Ils disent que ce n'est pas nous qui avons tiré sur ces Palestiniens qui sont partis chercher de quoi survivre, même pas. Alors, est-ce que, justement, on peut envisager à ce jour, avec tout ce qui se passe comme violation du droit international, une enquête transparente et indépendante sur ce qui s'est passé et qui a coûté la vie à plus de 100 personnes et en blessé une centaine? Dans ce contexte, une enquête internationale nécessite des conditions. Oui. Tout d'abord, la constitution de la commission d'enquête. Donc ça doit être une commission internationale, mais on sait qu'il faut quand même l'aval des grandes puissances et de tout le système onusien. Donc ça, c'est déjà un premier obstacle, en sachant que les États-Unis, ils sont en train de maintenir leur soutien et leur appui, aussi bien politique que militaire. Politique, Kamala Harris, première fois qu'elle condamne, je pense... Ça a une forte symbolique quand même. Ça a une forte symbolique, et je pense que cette condamnation a été imposée d'abord par l'horreur et le caractère abject de cette attaque. Comme vous l'avez dit, c'est une attaque qui est inexcusable. Et je pense qu'il y a aussi tout un contexte interne américain qui fait que la position américaine ne va pas changer, mais on prend de plus en plus compte de ce que pense l'opinion publique interne. Donc pour continuer sur les conditions, donc je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique, et il faut qu'Israël accepte et qu'elle ouvre les portes. On sait qu'il n'y a actuellement que 2 accès pour entrer dans la bande de Gaza. Le premier à Rafah, qui est tenu par les Égyptiens, mais qui nécessite le feu vert des Israéliens, et le deuxième à Shalom, qui se situe directement en territoire israélien. Donc il faut d'abord qu'Israël puisse donner son accord, ce qui est insensé, parce qu'on sait tous, on n'a que les images, mais les images se suffisent à elles-mêmes. On sait maintenant que malheureusement la population gazaoui est dans une lente agonie qui dure maintenant depuis bientôt 5 mois. Donc c'est une agonie qui a fait un bilan de plus de 30 000 morts. Donc juste à titre de comparaison, 30 000 morts, c'est le nombre de civils tués en Ukraine pour un conflit qui a duré 2 ans et qui s'étend sur un grand territoire avec une plus grande population. Oui, mais alors, donc il y a cette communauté internationale, mais ceux qui condamnent Israël de bloquer aussi les convois. Les convois d'aide, mais aussi les convois d'évacuation. Est-ce qu'il y a moyen de sécuriser les convois? Normalement. Oui, allez, s'il y a déjà... Bon, alors, vous parliez des conditions nécessaires pour mener cette enquête, une enquête internationale. Est-ce qu'on peut sécuriser ces convois? Normalement, les convois d'aide humanitaire doivent être sécurisés, quels que soient les belligérants, quels que soient... Par qui?
C'est le Tsahal qui doit sécuriser les convois qui sont envoyés dans la bande de Gaza, au compte-gouttes, rappelons-le, parce que pas tous les camions Il y a les Nations Unies qui peuvent intervenir. Vous avez évoqué les grandes puissances et vous avez évoqué aussi la condamnation par Kamala Harris, ce qui n'est pas rien. À mon sens, c'est pour la première fois qu'une personnalité, une haute personnalité de l'administration américaine, c'est la vice-présidente, qui a dit qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. On a parlé d'un cessez-le-feu, c'est vrai, c'est entre les deux, puisqu'il y a deux belligérants, mais quand on parle d'un cessez-le-feu immédiat après ce qui s'est passé, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est peut-être pas une condamnation directe, mais c'est un aveu d'un échec de la politique américaine pendant ces 5 mois à trouver une solution avec tous les déplacements qui se sont faits par le ministère le secrétaire d'État, donc, qui représente la politique étrangère des États-Unis, par le président américain lui-même. Et même le président américain, on a vu quand même, à un certain moment, il y a deux choses. On en a parlé une fois. C'est les élections américaines qui aussi rentrent en jeu, c'est-à-dire l'opinion publique américaine, qui est aussi impressionnée par ces images, parce que ces images, tout le monde les voit aujourd'hui. Et puis, quand on voit aussi les déclarations, que ce soit de l'UNICEF, que ce soit de l'UNRWA, donc ces chiffres existent. Les morts sont là, les décès sont là. C'est un territoire il n'y a que la mer derrière et les deux ouvertures, donc que ce soit à Rafah avec l'Égypte ou l'autre avec Israël. Et c'est des gens qui sont en train de mourir. On leur a dit, bon, allez, vous allez du nord au sud, le temps de trouver les canalisations, Hamas et tout. Ils sont partis du nord vers le sud, et maintenant, ils n'ont pas où partir. Et aujourd'hui, ils ont faim. Alors, la famine, oui. Oui, les Palestiniens, ils ont faim, ils ont soif, ils sont malades, il y a tous les risques qu'on peut, malheureusement malheureux et malencontreux, qu'on peut imaginer sur une population qui est enclavée dans un petit territoire. Donc déjà, être déplacé, et après être déplacé, ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins essentiels. Quand on parle aussi de l'infrastructure, parce que tout ce qui s'est passé pendant 5 mois, les infrastructures, que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'électricité, l'eau, quand on parle de l'eau, c'est-à-dire de l'eau potable. Donc, c'est des conditions, on est dans des conditions inhumaines. Il faut que le droit international, il faut que le Conseil de sécurité agisse et trouver des solutions pour sortir de ce marasme, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, vous savez, l'humanité, il a toujours eu des massacres, mais le tribut, après, il est payé par qui ? Par des enfants, par des gens, par une communauté de personnes qui ne savent pas où mettre la tête. Alors, c'est intéressant, parce qu'on a parlé de Kamala Harris, et aussi les États-Unis, pour la première fois, ont largué des aides, des colis d'aide humanitaire aux populations de Gaza. Il y a aussi une symbolique à cela pour peut-être... ou sinon, c'est justement pour faire... pour montrer quand même cette image humanitaire des États-Unis d'Amérique, même si ça reste le premier soutien d'Israël, professeur Dardabé. Si vous permettez, Khadija, je vais revenir à votre question. Qu'est-ce qui pourrait protéger ces convois d'aide humanitaire ? On est sur un théâtre d'opération où il y a deux belligérants, où il y a Tsahal, où il y a le Hamas qui se terre. Donc, qui est-ce qui, normalement, devrait protéger ces convois ? C'est le droit international humanitaire, tout simplement. Donc, c'est la raison, c'est le droit. Et donc, c'est l'application du droit par les deux belligérants. Le droit international humanitaire a été pensé, a été adopté par toute la communauté internationale pour protéger les non-combattants, les civils. Donc, que ce soit les ambulances, que ce soit les camps de réfugiés, que ce soit les véhicules d'aide humanitaire. Et normalement, il suffit qu'un véhicule qui porte le sigle de l'UNRWA ou bien toutes les autres organisations relevant des Nations Unies pour que ça soit une protection normalement pour ce véhicule. La même chose pour les ambulances, etc. Donc quand ces véhicules sont ciblés, c'est une volonté claire que les Israéliens ne sont pas dans le cadre du respect du droit international. Ça veut dire que pour eux, Gaza, c'est une enceinte où ils peuvent faire toutes les exactions qu'ils veulent, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions. On sait la raison, c'est le bouclier du veto américain, etc., etc.
Alors, Donc, si vous puisque voulez, vous parlez, oui, de bouclier, oui, de bouclier américain, mais maintenant, aujourd'hui, les Américains larguent de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Alors, je pense que ça, on va un peu revenir à ce qu'a dit M. Al-Harichi sur tout ce qui est symbolique. C'est ça. Les Américains sentent que leurs alliés ont dépassé cette ligne rouge qui est inacceptable pour toute la communauté internationale, aussi bien pour leur opinion publique à l'intérieur du pays que même pour tous les alliés. On voit depuis le début on va appeler ça le conflit, parce que bon, c'est difficile de donner vraiment une terminologie à ça, parce qu'on va parler de massacre, mais toujours est-il que depuis le 7 octobre, on a vu un soutien du camp occidental qui est par tradition toujours favorable à Israël, qui est en train petit à petit à s'étioler. On a vu beaucoup de pays maintenant, dans l'Espagne, dans beaucoup de pays européens, d'anciens alliés. On a vu la sortie très très forte de Lula, le président brésilien, qui allait jusqu'à comparer ce que fait actuellement Israël avec ce qu'a fait le régime nazi aux Juifs en Europe. Donc tout ça fait que les Américains sont au pied du mur. Ils ne vont jamais laisser tomber leurs alliés, mais en même temps, ils sont obligés de tempérer. Comme ils n'ont pas, par manque peut-être de courage politique, ils n'ont pas cette force, ce poids pour freiner un peu cette dérive sanguinaire de Netanyahou. Je pense que là, c'est comme une sonnette d'alarme pour Netanyahou pour dire que vous avez dépassé cette ligne rouge. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'un responsable de haut niveau, Kamala Harris, ce n'est pas n'importe qui, c'est la numéro 2 au pays, qui a dit c'est inacceptable. Donc c'est symbolique, c'est très fort, et le fait de larguer des vivres, donc c'est pour répondre à tout ça, et peut-être c'est aussi un signal envoyé à Israël, je pense. Courage politique, un autre signal envoyé à Israël, c'est le ministre de la Guerre qui a été convié et pas le Premier ministre. Nous allons y venir dans quelques instants, mais avant, il y a le courage politique, il y a aussi cette médiation américaine aux côtés des Égyptiens, des Qataris, mais là on bute toujours sur la même chose. D'abord, les Israéliens refusent de participer aux réunions. Bon, les médiations, elles continuent, même au Caire aujourd'hui. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il reste 134 otages. Les Israéliens, ils veulent d'abord la libération d'une partie des otages les plus vulnérables, donc les plus âgés, malades, etc., et aussi de leur donner des nouvelles. Qui est encore en vie? Combien, plutôt, qui restent en vie? Pour les leaders du Hamas, eh bien, il est hors de question. S'il n'y a pas un cessez-le-feu à El-Harichi, est-ce qu'il peut y avoir un cessez-le-feu? Est-ce que c'est l'un qui attend l'autre? Est-ce que s'il n'y a pas de cessez-le-feu définitif, est-ce qu'Israël sera prête à retirer ses troupes? Parce que c'est ce que demande le Hamas. Non, cessez-le-feu définitif aujourd'hui, je ne pense pas. Voilà. Hamas, bon, c'est des négociations. Il y a les Américains, il y a les Qataris, et il y a les Égyptiens, et il y a même les Israéliens, si vous voulez. Il doit y avoir un cessez-le-feu, parce qu'on parle d'un cessez-le-feu d'ici 24-48 heures. C'est ce qui a été écrit hier, c'est par les médias égyptiens, ce qui est sorti. Mais ils ne vont pas se réunir après la déclaration de Kamala Harris, après l'attitude aussi du président américain, après, comme a dit mon collègue Sid Dabila, le fait que la communauté internationale, même l'Occident, a commencé après tout ce qui s'est passé, parce qu'on croyait que c'était une petite opération qui allait durer 1 mois, 2 mois, plutôt moins d'1 mois. Ça dure et ça se complique. Ça s'enlise et ça se complique avec le nombre de décès, et avec ce qui se passe. Avant, on ne parlait pas de la famine. On parlait les gens perdaient des proches. Maintenant, on parle de la famine, on parle de problèmes, d'épidémies, d'autres choses. 1 million de personnes, selon le ministère de la Santé, 1 million de cas de maladies infectieuses. Je veux dire, c'est la moitié de la population, quoi. Oui, c'est la moitié. Et 30 000, c'est 1% de la population qui est décédée. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Donc, alors revenons à ce qui se passe au Caire. Il va y avoir certainement un cessez-le-feu. Il va y avoir certainement des otages qui vont être rendus, qui vont revenir à Israël, parce que Hamas doit aussi répondre à ce que demande Israël, mais en même temps avec la garantie d'un cessez-le-feu réel, pas un cessez-le-feu comme
ce qui s'est passé pour 5 jours, passer des convois humanitaires ou passer. Maintenant, on n'est plus dans le convoi humanitaire. Maintenant, on est dans la survie. On est vraiment devant la survie des Palestiniens. Et donc, s'il faut rendre des otages, mais en contrepartie, je pense qu'il va y avoir une demande de la libération aussi de Palestiniens, comme ça s'est passé la dernière fois. Et là, c'est des grandes questions qui se posent sur les enjeux politiques. Parce que oui, c'est vrai, il y a la mort, il y a les décès, mais il y a des enjeux politiques qui se jouent pour quelle autorité veut les Américains ou veut l'Occident pour négocier. Est-ce que c'est l'autorité palestinienne avec M. Mahmoud Abbas? Est-ce que les Palestiniennes, est-ce qu'ils veulent des élections au niveau de la bande de Gaza et de la Cisjordanie avec de nouveaux visages? Peut-être qu'on parle d'un visage d'un revenant qui est dans les dernières déclarations, qui dit qu'il est pour la paix. Je pense à Marwan al-Baghrouti. Donc, il y a beaucoup d'enjeux politiques, parce que pour trouver la paix, il va y avoir un cessez-le-feu, il faut trouver avec qui négocier. Est-ce que le Hamas est prêt à c'est-à-dire à accepter, bien sûr, des élections, mais en même temps, est-ce qu'on ne va pas lui imposer de ne pas se présenter? Donc, c'est un jeu politique qui va venir après. Maintenant, on n'est pas... Est-ce que la fin de la guerre, ce n'est pas aussi la fin, justement, des leaders du Hamas et du gouvernement Netanyahou? Peut-être pas la fin des leaders de Hamas, mais je dirais peut-être la branche armée de Hamas ou la manière d'agir avec les armes. C'est peut-être Hamas qui va rester. On aimerait bien esquisser un peu à quoi va ressembler la fin de cette guerre. Je pense que tout le monde l'ignore. Mais il y a... est-ce qu'elle n'est pas, justement, est-ce qu'elle n'est pas étroitement liée à ceux qui détiennent le pouvoir des deux côtés, en fait, finalement? À mon avis, une grande partie de la solution est entre les mains de l'agresseur. C'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui impose maintenant la guerre. Alors la guerre a été déclenchée, bien sûr, suite à l'attaque du 7 octobre. Donc, qui est-ce qui était à l'initiative? C'est la branche armée du Hamas. Mais qui est-ce qui impose maintenant le tempo de la guerre? C'est Israël. Donc si Israël veut arrêter la guerre va être arrêtée. Seulement, si le gouvernement Netanyahou veut la fin de la guerre, mais si les dirigeants aussi du Hamas veulent la fin de la guerre. Les dirigeants du Hamas ça tient des deux côtés. sont acculés. Donc je parle de la branche militaire. On sait que la branche politique, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Oui. Peut-être au Qatar ou dans d'autres pays à l'abri. Mais la branche militaire, d'abord, une grande partie des chefs sont décimés. On ne sait pas qui en particulier. Bon, on a quelques noms. On sait qu'une grande partie de la base de leurs soldats ont été tués et qu'ils n'ont pas, je pense, plus les moyens pour mener des attaques. Ils essayent de se défendre, ils essayent de porter des coups à l'armée israélienne. C'est normal, on est en position de défense, on va être tué, donc on essaye aussi de porter des coups à l'adversaire, mais ils n'ont plus la capacité militaire de continuer le combat ou bien d'attaquer Israël. Donc tout dépend maintenant de la volonté israélienne. Sauf que le gouvernement israélien était très clair. Netanyahou en tête, il a dit que la fin de l'offensive aura lieu avec les 3 objectifs qu'ils se sont fixés depuis le début. Éliminer le Hamas, donc quand on dit éliminer, c'est les soldats et les chefs. Récupérer tous les otages. Et 3e condition, éliminer toute menace. Voilà. Donc, et là, comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'ils ont atteint un de ces 3 objectifs à 5 mois, après 5 mois du déclenchement de cette guerre? Et je pense que c'est pour ça que on sait que Netanyahou ne veut pas entendre parler ni de trêve ni de cessez-le-feu depuis le début de la guerre. Parce que pour lui, pour essayer un peu d'avoir encore une partie de l'opinion publique israélienne avec lui, il doit se montrer ferme, tout d'abord, tout en sachant tous les problèmes judiciaires, etc., qu'il y a à côté. Donc pour lui, il doit remporter cette victoire. Mais une des conditions, il y a 2 conditions antinomiques, c'est détruire le Hamas et récupérer les otages sains et saufs. Plus il avance dans l'attaque, plus il y a de risques que les otages israéliens soient tués par des frappes israéliennes. Même si on ne sait pas combien ont été déjà tués. Il y a des chiffres qui parlent de... le Hamas, oui. Ils ont dit que parmi les 130 qui restent, 30 sont morts suite au bombardement israélien. Donc je pense qu'il est d'une part acculé par l'opinion publique. On sait que depuis maintenant, je pense, 2 semaines, chaque samedi, il y a des manifestations de plus en plus fortes des familles qui exigent
que les otages soient récupérés, quelle que soit pour eux l'issue de la guerre. Ils disent que le gouvernement Netanyahou est une partie en cause de cette guerre, d'abord parce qu'il y a eu une faille sécuritaire et de renseignement, ensuite c'est cette politique agressive qui n'a pas eu de résultats, et pour eux, ils demandent des résultats. Oui, mais oui, ça reste une minorité, vous en conviendrez. Enfin, vous êtes d'accord, ça reste une minorité. Mais qui se renforce. On a vu la dernière manifestation. Bien sûr, quelques militants, peut-être pro-paix, mais quand on voit les représentants à la Knesset, au Parlement israélien, eh bien, ce qui est clair... Il y a une majorité d'élus de droite et d'extrême droite. Et quand bien même, il y a une majorité écrasante qui ne veulent plus de la solution à deux États. Donc, est-ce qu'on peut peut-être penser à une solution de paix? Est-ce que la paix est toujours envisageable côté israélien, quel que soit le gouvernement? Enfin, même s'il n'est pas automatiquement de droite. Est-ce que finalement, ces événements-là ne sont pas en train de métamorphoser même la population israélienne? Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de paix, si la paix n'arrive pas, vous croyez que Israël va vivre en paix? Ce n'est pas possible. Même s'il tue tous les Palestiniens, même si tout ce qui se passe, il y a la communauté internationale. C'est vrai qu'il n'a pas réagi, qu'il a tardé à réagir, mais aujourd'hui, la communauté internationale, même l'Occident, il a d'autres intérêts dans la région. Il a des intérêts avec les pays du Golfe, il a des intérêts les Américains en premier. Oui, moi quand je parle de l'Occident, je parle des États-Unis. Ah oui, bon, autant pour moi. Non, mais c'est ça. Est-ce que justement le ministre de la guerre israélien n'est pas allé chercher la paix à Washington? Oui, une formule de la paix peut-être. Il faut trouver une formule pour la paix. Gantz est parti, Benny Gantz est en visite aux États-Unis, ce qui a mis bien évidemment son Premier ministre hors de lui. Enfin, c'est normal qu'il soit en colère, Benjamin Netanyahou, puisqu'il n'a pas été convié à cette réunion. Parce qu'il faut trouver une solution. Donc un ministre de la guerre pourra trouver la solution à la paix. Ça reste assez contradictoire. Dans son livre Paix et guerre entre les nations. Il y a toujours la paix et il y a la guerre. Aujourd'hui, ils sont en guerre. Il y a une guerre, il faut trouver la paix. Il n'y a pas de guerre qui dure indéfiniment. Il faut trouver les acteurs de la paix. Si c'est Benny Gantz est l'un des acteurs de la paix, c'est tant mieux. S'il faut sortir certains prisonniers palestiniens pour trouver la paix, c'est tant mieux. S'il faut que les Israéliens s'assoient avec la branche politique de Hamas, parce que on a fait la guerre, les généraux faisaient la guerre, après ils s'asseyaient autour d'une table et c'est la diplomatie. Mais ils ne voudront jamais se poser à la même table que les dirigeants du Hamas, les Israéliens. Avec l'OLP, c'était inimaginable. C'est ce qu'ils disent, ils disent que c'est inenvisageable, c'est des terroristes. En 61, en 72, on parlait de Juillet noir, des Jeux Olympiques de Berlin, de l'avion qui a été kidnappé, et Yasser Arafat et le groupe, l'Organisation de libération de la Palestine était dite organisation terroriste. En 1993, celui qui a fait la guerre, c'est-à-dire Yitzhak Rabin, c'était la fameuse poignée de main entre lui et Yasser Arafat. Donc en 1993, ce n'est pas rien. La paix peut arriver. Les Égyptiens ont fait 4 guerres avec Israël, 48, 56, 67, 73, et ils sont arrivés à une paix, à une manière d'arriver à une solution. Peut-être ils ne s'aiment pas, mais c'est une paix. Il y a une paix, il n'y a plus de guerre. Donc à un certain moment, il faut trouver une solution. On ne peut pas, parce que quand on parle de Hamas, les objectifs, que le Hamas disparaisse, mais tous ces enfants-là qui ont perdu un proche, que seront-ils demain? Peut-être pas Hamas, ça prendra un autre nom. Des femmes Tekla qui ont perdu des enfants, que vont-elles faire demain? Et donc il faut voir la chose dans une vision, dans une prospection d'une paix qui est durable pour tout le monde. Mais c'est pour cela que... Est-ce que vous pensez que c'est pour cela aussi que les responsables israéliens persistent et signent que, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix envisageable après les massacres du 7 octobre. C'est parce que, justement, ne savent-ils pas, finalement, qu'ils vont récolter les fruits des massacres et du carnage à Gaza dans les 10, 20, 30 ans. Comment alors vont-ils... Est-ce qu'ils vont... C'est de la communication. Oui. Pourquoi? Déjà, il faut préciser que ce gouvernement, vous avez parlé qu'il y a un désaccord entre le ministre de la Défense qui est parti sans l'accord de Netanyahou, etc. Il faut d'abord préciser que ce n'est pas un gouvernement
normal, c'est un gouvernement d'union nationale. Donc il y a eu beaucoup de concessions de toutes les parties. Le pays a été touché au cœur avec tous les victimes qu'il y a eu. Donc ils se sont mis autour d'une table pour se mettre d'accord, accorder un pouvoir exécutif qui va être partagé entre les trois, Benny Gantz, Netanyahou et le général qui est maintenant ministre de la Défense, pour essayer de se mettre d'accord, en sachant qu'il y a énormément de divergences. Et en sachant qu'il ne faut pas oublier qu'Israël court après la paix depuis quelques années déjà. C'est le but des accords d'Abraham, parce qu'à la base, Israël, depuis 1967-1973, a gagné beaucoup de terrain sur les pays limitrophes comme la Syrie, comme l'Égypte, etc. Le Liban. Mais ils se sont rendus compte que pour vivre dans une société en paix, il fallait apaiser le climat politique avec tous les voisins. Bon, donc ça, c'est un but des accords d'Abraham. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé le 7 octobre. La réponse pour eux doit être très forte. D'abord, pour essayer d'effacer le traumatisme, le choc qu'ils ont vécu. Et ça rentre aussi dans leur doctrine. C'est la doctrine du chien enragé, on la connaît tous. Mais un jour ou l'autre, la population, une fois passé ce traumatisme, va vouloir revivre en paix. La seule manière de le faire, c'est de trouver un consensus en sachant que la blessure, que ce soit du côté israélien et palestinien, va être très très dure à cicatriser. Mais c'est un processus long qu'il va bien falloir démarrer tôt ou tard. Oui, mais tôt ou tard, entre-temps, il reste toujours ce front déjà à Gaza. Ils ont ouvert aussi un front avec le sud du Liban. Il y a la visite d'ailleurs aujourd'hui d'un responsable américain pour essayer de trouver, je cite, une solution politique qui, selon les États-Unis, est la seule issue pour mettre fin aux hostilités. Donc là, c'est l'envoyé spécial du président Biden au Liban. Est-ce que aussi déjà la paix est envisageable avec le Hezbollah? Le Hezbollah qui, quand même, a réagi d'une manière assez tempérée, j'ai envie de dire, Ali El-Harachi. Oui, il a réagi d'une manière assez tempérée et à un certain moment, peut-être c'est la suite de ce qui se passe aujourd'hui. Tant que Hezbollah, le Liban n'a pas été attaqué, c'est-à-dire au sud, c'est-à-dire par Israël, la réaction n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas réagi, il n'a pas convergé les forces avec celle de Hamas. Mais il est là. Le sud-Liban est attaqué. Oui, pas comme il y a eu une guerre. Oui. Vous vous rappelez, Israël, il avait perdu la guerre contre Hezbollah. Donc, ils ne veulent pas ouvrir plusieurs fronts, si vous voulez. Mais il y a d'autres réactions. C'est le Hezbollah qui ne réagit pas. Il y a d'autres réactions. On voit les Houthis qui font beaucoup de mal au niveau de la mer Rouge, sur le commerce international. Ça ne concerne plus l'État d'Israël, c'est-à-dire les bateaux israéliens, mais ça concerne un peu l'Occident. C'est une manière de réagir. Donc, à un certain moment, cette guerre ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Est-ce qu'elle peut déborder? Alors, je voudrais juste partager avec vous, pour finir justement ce débat, cette déclaration du chef des droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, qui a comparé la situation à Gaza à une poudrière qui pourrait déclencher à tout moment une guerre régionale plus large. La guerre à Gaza a déjà dégénéré de dangereuses retombées dans les pays voisins. Il a semblé très préoccupé par le fait que dans cette poudrière, toute étincelle pourrait conduire à une configuration beaucoup plus large. C'est ce que l'on craignait depuis le début des hostilités. Exactement. Mais est-ce que si on prenait, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce ministre de la Guerre, ou ministre de la Défense, en tout cas il a si on prend ces menaces et si effectivement Israël commençait son opération sur Rafah dès le premier jour de Ramadan, est-ce que ça ne risque pas vraiment, est-ce que ce ne serait pas l'étincelle qui fera exploser la poudrière? Le contexte du mois sacré de Ramadan est toujours explosif. Parce que déjà, il y a Gaza, et on sait que dans beaucoup de conflits qui ont précédé au Proche-Orient, on cherche toujours cette trêve. D'abord pour laisser les populations qui subissent directement le coup de cette guerre passer un semblant de mois sacré,
Il y a aussi la pression de tous les pays arabes. On n'oublie pas que si maintenant Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc., mettent une pression, c'est d'abord pour répondre à leur opinion interne, parce que le Ramadan, c'est un mois sacré pour tout le monde musulman. Et si la guerre continue, on va avoir des manifestations dans tous les pays arabes, mais pas que. Et c'est un contexte qui fait qu'on cherche toujours, pendant le mois de Ramadan, à essayer d'apaiser les esprits. Ça d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier le deuxième problème de l'esplanade des mosquées. On sait qu'à chaque Ramadan, il y a une montée des tensions. Alors, elle se passait déjà dans les Ramadans précédents dans un contexte normal. Là, la tension va être beaucoup plus croissante. Surtout si l'on interdit aux Palestiniens de se rendre sur cette esplanade des mosquées pour les prières de Ramadan. En sachant qu'en parallèle, les colons israéliens d'extrême droite sont de plus en plus agressifs dans leurs manifestations, dans leurs tentatives de spoliation. Et de spoliation même à Gaza. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu des altercations à Erez, sur le point de passage d'Erez. Ils sont passés, quelques-uns, même les soldats ont eu du mal à les ressortir, donc on les sent déjà qui commencent à envisager, ces colons, de s'installer après les hauteurs des collines de la Cisjordanie, de s'installer à Gaza. Et si vous permettez, les responsables politiques d'extrême droite n'ont pas peur de l'exprimer, ils le disent ouvertement. Nous allons récupérer nos terres à Gaza. Donc ça ne fait en fait qu'ajouter du feu, de l'étincelle à une situation déjà explosive. Ouais, alors du coup, si Gantz part aux États-Unis, donc ça veut dire que sa déclaration concernant le début des opérations à Rafah peut être reconsidérée, Ali El-Harichi ? Je pense que les États-Unis doivent intervenir aujourd'hui en tant que puissance, en tant qu'alliés. Ça allait être ma dernière question. Est-ce que les États-Unis ont un champ d'action pour intervenir ? Comment les États-Unis peuvent-ils intervenir ? Ils peuvent intervenir. Sans lâcher sans lâcher leurs alliés, ils peuvent intervenir. Les États-Unis est la première puissance aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. C'est vrai que c'est l'allié inébranlable d'Israël, mais il a tellement d'intérêts. Et puis, il y a beaucoup de droits internationaux humanitaires c'est-à-dire que même l'opinion publique américaine, à un certain moment, ça va leur rappeler un peu le Vietnam. Et là, c'était les Américains. À un certain moment, la population va sortir. La population va manifester. On ne peut plus accepter. C'est vrai, le 7 octobre, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est dramatique pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont décédés. Mais la punition n'est pas à la hauteur du crime, si vous voulez. Ou le châtiment, comme disait le crime et châtiment. Mais là, c'est même pas on n'arrive plus à définir sur à quel point peut arriver ce gouvernement Netanyahou. Est-ce qu'ils veulent éliminer tous les gens qui sont sur la bande de Gaza ? Peut-être pas par les armes, mais par la famine, par les épidémies. Donc, à un certain moment, les États-Unis doivent agir. Et ils ont des intérêts dans la région. Et vous avez parlé de poudrière, mais c'est une poudrière qui peut faire tout éclater dans la région. À un certain moment, le mois de Ramadan, c'est pas rien. C'est un mois sacré pour les musulmans. C'est un mois sacré de part. C'est le troisième lieu sacré de l'islam. Et puis c'est sacré, c'est pour tellement de choses. Il y a eu, la guerre Badr au mois de Ramadan, mais les musulmans ne peuvent plus accepter à un certain moment, et en dehors des musulmans, je parle de voir des enfants en train de mourir de faim. C'est la première fois justement que toutes... Alors quand je dis communauté internationale, parce que la dernière fois il y a eu un amalgame, non, ce n'est pas la communauté internationale parce que c'est les dirigeants, mais en fait c'est l'opinion publique internationale, musulmane ou pas, qui est aujourd'hui consternée, choquée par les images et qui demande que cessent ces hostilités envers les Palestiniens. Mais ceci étant dit, est-ce que si l'opération de Rafah venait à avoir lieu, où iraient ces Palestiniens ? Il y a beaucoup de communication, d'abord de la part d'Israël, de la part de plusieurs alliés d'Israël, qui ne cessent de répéter, on le voit dans des plateaux télévisés en France, etc. Pourquoi est-ce que les pays arabes n'acceptent pas de mettre un terme à ce massacre en prenant chez eux les populations palestiniennes de Gaza ? Mais est-ce qu'il viendrait à leur esprit que dans le cadre d'un conflit en Europe, demander aux Ukrainiens, demander par exemple aux Français, aux Allemands, de prendre les Ukrainiens et de laisser Bon, cela dit, ils ont fait ça.
C'est-à-dire Mais de tous les demandeurs d'asile, non, mais c'était juste les 2 poids, 2 mesures. Dans un contexte d'accueillir les réfugiés, mais pas d'accueillir toute la population. Absolument. Parce qu'en fait, c'est la solution que souhaite Israël. Si on les accueille en Égypte, bon, encore faut-il que l'Égypte accepte, avec tous les, on va dire, contraintes sécuritaires, avec toutes les contraintes humanitaires, sociales que ça va entraîner. Mais si ils sortent, ils ne vont plus jamais revenir, et c'est ce que veulent les Israéliens. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, comment les Américains, je pense que les Américains, tôt ou tard, cette sortie de Kamala Harris va être suivie d'actes encore plus forts, tout simplement parce que les Américains, on sait qu'il y a l'échéance de l'élection américaine, on sait que la pression de la rue, elle augmente. Au début, la contestation aux États-Unis avait commencé dans les universités. On les a balayés. Qu'est-ce qu'on a fait? Les 2 principales présidentes de Harvard et l'autre université, on les a poussées à démissionner. Pourquoi? Parce qu'elles défendaient uniquement le droit d'exprimer, le droit d'expression pour les étudiants qui défendaient la cause palestinienne. Le soutien à la Palestine. Ouais. Cette cause, elle est en train de passer à la rue. Elle est passée, on l'a vu, l'immolation symbolique d'un soldat américain. C'est une image très forte. Je pense que si on fait toutes les images qui sont passées depuis le début de cette guerre, cette image, elle est très forte. C'est un Américain. Oui, mais surtout quand on voit les images des enfants. Je veux dire, personne n'est insensible finalement à ces enfants. Quand on voit des enfants qui sont tués, quand on voit maintenant qui sont affamés, enfin, je veux dire, il y a un moment... Mais qu'est-ce qui touche l'opinion publique? Il y a tout d'abord les images. C'est des robots qui ne réagiraient pas. Après, on sait très bien que les chaînes occidentales, selon leur ligne éditoriale, ne vont pas montrer telle ou telle image. Bon, il y a Twitter pour ça, enfin, il y a X. Exactement. Il y a les réseaux sociaux, c'est fini, on ne peut plus rien cacher, on ne peut plus cacher la vérité. Il y a aussi l'influence des stars, des acteurs, etc. On remarque de plus en plus dans les États-Unis, des actrices, des stars défendre de plus en plus fermement la cause palestinienne, condamner la non-action du gouvernement américain. Et là, dans une semaine, on va voir la cérémonie des Oscars. Et on s'attend à des prises de position très fortes, comme ce qui s'est passé dans la cérémonie des Césars en France, où beaucoup d'acteurs ont dit haut et fort ce que les gouvernements de leur pays ne peuvent pas dire. Et pour répondre finalement à votre question, les Américains ont la clé de ce problème. Israël ne peut pas continuer son effort de guerre sans les armes et sans le soutien financier des États-Unis. Israël est en état de guerre, elle a 500 000 jeunes qui portent les armes. On a tout dépend de l'économie qui sont à l'arrêt. On a également tous les travailleurs, toute la main-d'œuvre qui venait soit de Cisjordanie ou de Gaza qui ne rentre plus dans le territoire israélien. L'économie israélienne va très mal. Et donc, comme on le sait, le nerf de la guerre, c'est l'économie. On a aussi tout l'impact de ce qui se passe avec les Houthis au niveau de la mer Rouge. Et je pense que l'impact économique va être le facteur déterminant qui va pousser toutes les parties, entre autres les États-Unis, à mettre un frein à Netanyahou dans sa folie meurtrière. Un dernier mot, Ali El-Harachi. Vraiment, on espère que la paix ne tarde plus, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. De voir des enfants en train de mourir à petit feu parce qu'ils n'ont pas trouvé, pas une balle dans la tête, mais à quoi manger ou de médicaments pour se nourrir, ou un lait maternel, un lait de poudre maternelle pour se nourrir. Ça, c'est effarant au XXe siècle. Pourquoi ils insistent pour ne pas laisser passer suffisamment de vivres pour les Palestiniens? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Non, mais est-ce que c'est une technique de guerre? Enfin, est-ce que c'est une technique de siège? Non, ça rentre dans les négociations. Parce que plus vous donnez, on ne va pas dire que c'est un droit, c'est un droit basique, mais c'est un levier dans les négociations. Ça veut dire que si ils avaient ouvert toutes les portes, donc pour la partie palestinienne, on aurait déjà les aides humanitaires. On coupe les aides humanitaires, qu'au moment où on se met dans la table des négociations, c'est un levier de négociation en plus. Parce qu'on sait que la population à Gaza a besoin de cette aide. Donc c'est un levier qu'on va utiliser contre le Hamas pour essayer de négocier et pour gagner quelques otages en plus. Et puis il y a aussi peut-être le côté moral où on pousse carrément les gens à abandonner Gaza et montrer que le gouvernement de Netanyahou ne reculera devant rien. Enfin, abandonner Gaza ou même les scènes aussi
des Gazaouis qui se battent entre eux, parce que finalement, c'est aussi... Ils sont réduits à un état presque bestial, parce que Absolument, quand on n'a plus de quoi se nourrir, on perd toute cette dignité humaine qui fait que... on a vu des images, des témoignages de mamans qui n'avaient pas donné à manger à leur enfant durant 3-4 jours. Il faut se mettre à la place de ces gens. Enfin, il faut se mettre à la place de ces gens, et puis à un moment aussi, bon, puis peut-être, on verra, peut-être cette semaine, ça risque certainement de bouger avec cette visite de Benny Gantz à Washington, mais aussi peut-être cet envoyé spécial du président Biden au Liban pourrait faire évoluer ou faire un peu avancer le processus de négociation sur ce front-là. Mais une chose est claire, c'est que là, beaucoup de questions restent en suspens à cette veille de Ramadan. Les négociations sont ce qu'elles sont. Juste pour finir, donc on connaît un peu le rôle de chacun. Est-ce qu'il peut y avoir un autre médiateur qui peut jouer le rôle de médiation? Juste pour finir sur cela, et peut-être une note positive. Je pense pour la médiation qui se fait, il y a le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, puisque c'est le pays le plus concerné. Le voisin, enfin, oui. Voisin, et c'est là où il y a le Sinaï, où ils veulent envoyer peut-être les Palestiniens. Je pense que le Qatar, il est à la fois, c'est le soutien donc il accueille la classe politique de Hamas, il soutient la Palestine. Les États-Unis, ils sont les alliés d'Israël. Et l'Égypte, il est concerné, il a fait tellement de guerres avec Israël, il a fait la paix avec Israël. Et puis il y a le territoire, enfin il y a le Sinaï. Il n'y a pas d'autres médiateurs qui puissent peut-être... On a vu Emmanuel Macron inviter, recevoir l'émir du Qatar pour soi-disant essayer de jouer le rôle de médiateur. On sait que Macron joue beaucoup sur la com, mais pour répondre à votre question, l'UE a un rôle à jouer, pour moi, qu'elle n'assume pas. On a parlé des deux côtés, donc le médiateur américain, les pays arabes, mais qu'est-ce que fait l'Union européenne? En sachant que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont des soutiens indéfectibles d'Israël. Si je pense que ces pays, à l'image de ce qu'a fait Kamala Harris, essayaient d'une façon ou d'une autre, avec des déclarations, avec des pressions, essayer de peser encore plus sur le gouvernement de Netanyahou, peut-être que ça donnerait encore plus de résultats, parce que les pays arabes parlent le même langage. Il y a toute une partie des négociations qui se font dans les coulisses, avec l'aide de l'Égypte, avec Qatar, etc. Mais il faut une pression forte sur Netanyahou, donc en plus des Américains. Je pense que l'UE a un rôle à jouer, encore faut-il qu'il y ait la volonté politique derrière. C'est vrai qu'il faut une volonté politique certainement derrière toute décision de cette ampleur, mais en tout cas, l'horreur de ce qui se passe à Gaza ne peut plus laisser personne indifférent, et on le voit, et pourvu qu'il ne soit pas trop tard pour cette population. Merci beaucoup, Nizar Deltabi. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, Ali Fréché. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.